Bonjour à tous. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue pour ce webinaire dédié aux solutions photovoltaïques dans les territoires. Donc je vais essayer de passer la scène d'après. Je suis Valentin Maillot, chargé de mission innovation chez Tenardis. Donc moi je suis en charge des filières photovoltaïques et gaz vert. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tenardis, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne nous connaissent pas, donc Tenardis c'est un pôle de compétitivité dédié à la transition énergétique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On rassemble à peu près 300 membres, donc entreprises, collectivités territoriales, laboratoires, écoles et autres associations. Et on intervient sur les 9 filières technologiques de la transition énergétique, donc, que vous voyez à l'écran, le photovoltaïque, les gaz renouvelables, le bâtiment, la chaleur et froid, l'hydrogène, les batteries, les infrastructures électriques, l'éolien et l'hydroélectricité. Et donc notre mission, c'est de mobiliser des facteurs clés de la compétitivité, notamment à travers l'innovation et aussi à travers le déploiement dans les territoires. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui. Donc ce webinaire qu'on vous propose aujourd'hui fait suite à un premier webinaire qui a eu lieu le 23 juin sur les évolutions réglementaires de la filière photovoltaïque et les modèles économiques innovants, notamment liés pour le photovoltaïque. Donc on a eu un focus à l'époque sur l'autoconsommation collective. Donc le webinaire le replay de ce webinaire sera disponible, hein, on vous l'enverra à la fin de celui-ci, si vous voulez le consulter. Donc là, le webinaire qu'on vous propose pour aujourd'hui, c'est d'aller plus loin que ces actualités réglementaires et les modèles économiques, mais de plonger dans les solutions techniques qui sont pas forcément connues pour déployer le photovoltaïque sur le territoire. Et donc, pour ça, on aura 5 intervenants. On accueillera donc Benoît Lelon, le directeur de Citelia, qui nous parlera des cadastres solaires pour connaître le potentiel solaire du foncier. On accueillera Julie Réjon de Eliop pour équiper ses toitures de bâtiments en panneaux photovoltaïques pour les bâtiments qui n'étaient pas prévus pour l'installation de panneaux photovoltaïques. On aura une intervention de Denis Bolavigne de Poma qui nous parlera du déploiement de photovoltaïque sur des espaces avec des obstacles infranchissables. On aura Rémi Trarieux, donc qui est business developer chez Wattway, qui travaille à rendre des voies de circulation productrices d'électricité avec des dalles photovoltaïques. Et on terminera avec une intervention de Maxime Varin, le président de Ça marche. Sunwave, À tout à l'heure. euh, qui nous, euh, qui nous parlera des choix pour trouver la meilleure solution pour solariser son parking et sa toiture et pour financer son projet quand on n'a pas forcément les fonds pour le faire. Donc on est en mode webinaire. Le format de cette réunion est en fait une réunion Teams. Donc vous avez tous la possibilité d'activer, désactiver vos micros et caméras. Donc je vous remercierai d'essayer de bien garder votre micro désactivé pour pas avoir de son parasite. On aura un temps de questions-réponses qui sera réservé à la fin de l'ensemble des présentations, donc aux alentours de 15h30 à peu près, 15h15, 15h30, voilà, on préfère rassembler toutes les questions à la fin pour éviter d'accumuler du retard. Chaque intervenant aura à peu près un quart d'heure de présentation, ce qui vous permet de vous situer dans l'agenda. Si vous avez des questions en cours de route, des problèmes techniques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à lever la main ou intervenir dans le chat. N'hésitez pas également à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, qui nous permettra de faire des focus et de lancer la session de questions-réponses à la fin du webinaire, et éventuellement qu'on y réponde en cours de route par écrit si besoin. Voilà, donc pour lancer ce webinaire, je vais laisser la parole à Benoît Lelon, donc de Citelia, qui va nous parler de son offre sur les cadastres solaires. Bonjour à tous. Donc c'est bon, vous voyez bien mon écran? C'est tout bon de mon côté, oui. Parfait. Donc Benoît Lelon, moi je suis le directeur de Citelia Énergie. Je vais vous présenter en fait une manière de connaître le potentiel, d'étudier le potentiel solaire de son foncier basé sur la technologie de cadastre solaire. Donc, alors qui on est, Citelia Énergie? Donc on est une société qui a plus de 30 ans d'expérience dans le photovoltaïque. Donc on va dire un acteur historique
du domaine. On est 25 salariés basés sur 4 agences. On a notre siège à Chambéry. On est aussi en Île-de-France, dans le sud-ouest et dans le sud-est. Et on a 2 métiers, donc bureau d'études indépendant. On fait des études de patrimoine, c'est le sujet du webinaire, des études d'opportunité de faisabilité de projet, de la maîtrise d'œuvre, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, voilà, et puis de la supervision de parc et des études d'éblouissement pour des projets de proximité de route et de voies ferrées. Et on a développé des outils qu'on appelle des cadastres solaires, j'y reviens juste après. Alors, le cadastre solaire, dans la prochaine diapo, là, j'expliquerai ce que c'est. En fait, on a calculé le potentiel de toutes les toitures et tous les parkings de France en se basant sur des données 3D. Donc, au niveau on a fait les calculs mètre carré par mètre carré. Et on a 3 offres. Donc, on a l'offre qu'on va détailler aujourd'hui, qui concerne l'étude d'un patrimoine, ce qui peut être sur la France entière. Et on a aussi des offres à destination des collectivités qu'on appelle, voilà, vraiment ce qu'on appelle en général le cadastre solaire. C'est le fait donc c'est une collectivité qui achète, qui met à disposition gratuitement le cadastre solaire sur son territoire. Et les citoyens, les professionnels, les collectivités du territoire peuvent cliquer sur un toit ou sur un parking et avoir des premiers indicateurs chiffrés sur le potentiel solaire. Et on propose aux acteurs du solaire aussi de faire de la prospection en identifiant les meilleurs parkings et toitures d'un territoire. Voilà, mais là, on va se concentrer sur tout ce qui est étude de patrimoine. Alors, un cadastre solaire, c'est quoi? Alors, c'est la seule diapo, on va dire, un petit peu technique, mais c'est pour expliquer vraiment comment on obtient ce qu'on a à droite. Ce qu'on a à droite, c'est on voit ce qu'on appelle l'irradiation solaire pour chaque mètre carré de toiture et de parking. Donc, on voit une énergie en kilowattheure qui arrive sur chaque mètre carré et sur une moyenne annuelle d'irradiation. Donc, en zoomant, voilà, on voit très bien les pans sud, les pans nord, les cheminées. Donc, tout ça, on le prend en compte et on le prend en compte comment? Donc, en se basant sur des données météo, bon, ça c'est classique dans le domaine du solaire, donc des données météo historiques sur une dizaine d'années, qui nous donnent chaque mois, que ce soit les mois d'hiver ou les mois d'été, quel est l'ensoleillement. Et puis on se base sur des données 3D. Alors on a des données 3D qui sont extrêmement précises et qui sont produites par l'IGN aujourd'hui, soit par la technologie de photogrammétrie ou de LIDAR, bon, qui sont des technologies qui sont aéroportées, qui sont prises d'avion et qui parcourent l'ensemble du territoire. Grâce à ces données 3D pour une toiture, comme on voit ici, donc on découpe la toiture en mètres carrés, on descend même à des tailles de plutôt format A4, 25 cm par 25 cm. Pour chacun de ces carrés, comme on a les données 3D sur l'ensemble du territoire, on calcule en premier l'inclinaison, l'orientation. Et donc, c'est quand même le facteur numéro 1, est-ce qu'on est orienté nord, sud, à 30 degrés, à 20 degrés, à l'horizontale. Et puis, on fait un calcul, nous on appelle ça un calcul de masse, donc on calcule les ombres portées par tout ce qu'il y a autour. Donc, à la fois ce qu'on appelle des fois les ombrages ou les masques internes, c'est-à-dire tout ce qui est cheminée, édicule en toiture, ce qui est porté par les ombrages proches, donc tout ce qui est végétation, bâtiments environnants, et bien sûr les reliefs. Et on intègre tout ça pour obtenir l'irradiation solaire. La particularité, on est le seul acteur français à ma connaissance à avoir calculé sur la base de données 3D 100% du territoire français, et y compris aussi des territoires ultramarins. Et sur tout ce qui est études de patrimoine, donc on a plus de 100 collectivités clientes, et puis on va dire qu'on a les plus grands gestionnaires de patrimoine français, c'est DC Habitat, Action Logement Immobilier, qui sont les 2 plus gros bailleurs sociaux français, qui ont plusieurs dizaines de milliers de bâtiments. On a travaillé pour la Poste Immobilier, pour Orange, et puis pour des acteurs de la grande distribution, Botanique, Leroy Merlin, etc. Donc on a une grande expérience de ce type d'études et qui est permise par la technologie. Donc on a aussi fourni, donc on dit qu'on est la référence des cadastres solaires en France. Pourquoi? Parce que nous avons fourni les données au ministère dans le cadre de la définition de la future
programmation pluriannuelle de l'énergie. Programmation pluriannuelle de l'énergie, comme chacun sait, qu'on attend encore. Voilà, mais pour le potentiel de toutes les toitures, donc le ministère nous avait demandé de fournir des données. Nos données ont été vérifiées par un gros acteur public qui s'appelle le CEREMA. On est partenaire de l'IGN, etc., etc. Je passe assez vite. Alors, quand on étudie un potentiel, on arrive, donc on calcule je vais le montrer après, des données bâtiment par bâtiment, ce qui nous donne, et parking par parking, et ça nous donne ce genre de cartographie. Alors là, c'est un exemple de ce qu'on a fait pour la métropole du Grand Paris, donc avec 345 sites. Donc on classe les sites, là on les a classés par temps de retour croissant. Voilà, on peut sélectionner qu'ils ont de parking, toiture, la vie économique, le type de projet envisagé, etc. Donc on a tout de suite, en filtrant, on peut avoir en gros les meilleurs projets du territoire. Alors, on est en phase opportunité, hein. Bien sûr, on n'a pas étudié la faisabilité complète. Après, il y aura notamment Eliop qui nous parlera de toitures voilà, qui ont des problèmes de charpente. Là, on est, à part s'il y a les données hein, qui sont fournies, on est un cran au-dessus. Déjà, est-ce que ça peut valoir le coup? En attendant de regarder déjà la charpente, déjà le potentiel solaire, est-ce qu'il vaut le coup, etc., y compris sur la partie autoconsommation. Alors, on fournit un tableur. Alors là, ça va être je vais passer assez vite. Je vais pas détailler chaque ligne de calcul, mais en gros, on calcule des données de production. Qu'est-ce qu'il est possible de produire sur la toiture, sur le parking, et qu'est-ce qu'on va pouvoir installer comme puissance. Donc, produire en kilowattheure par an, en puissance en kilowatts crête. Des données économiques sur le modèle de la vente totale. Voilà, à la fois en CAPEX, c'est-à-dire l'investissement, en OPEX, c'est-à-dire les coûts d'opération, les recettes en année 1, quel est le temps de retour, etc. Et le TRI du projet. Et puis, les données économiques en autoconsommation. Donc, on peut aller, si vous nous en donnez l'autorisation, si voilà, n'importe qui nous en donne l'autorisation, que ce soit un maître d'ouvrage public ou privé, on peut aller récupérer automatiquement les courbes de charge et calculer des taux d'autoconsommation. Là, on voit un exemple où on a de la consommation en rouge, de la production en jaune et de la production autoconsommée en vert. Voilà. Et on calcule de la même manière la consommation annuelle, les taux d'autoconsommation, d'autoproduction, et quelles sont les recettes, quelles sont les économies, la vente du surplus et combien ça peut rapporter. Donc voilà, on fait des calculs précis et tout ça basé au départ hein, sur quand même les données de productibles qui viennent du cadastre. Et on fournit pour chacun des sites une fiche. Alors la partie gauche, on voit le bâtiment, on voit le réseau électrique, la surface de la toiture, la distance au réseau, etc. Des contraintes, est-ce qu'on est soumis à des contraintes type ABF, architecte des bâtiments de France, est-ce qu'on est à 500 mètres d'un bâtiment historique, etc. Donc on a toutes ces contraintes-là, le potentiel solaire, quelle est la puissance installable, et on a de manière synthétique les données principales. Là, c'est un site, par exemple, avec une toiture, un parking, combien on peut installer, la puissance simulée et quelles sont les données économiques. Enfin, vous savez qu'il y a des obligations réglementaires de solarisation des parkings. Alors on est dans un contexte réglementaire mouvant, néanmoins il y a des obligations, il y a la loi APR, il y a le code de l'urbanisme. Donc ce qu'on fait spécifiquement pour les parkings, alors tout ce que j'ai présenté, bien sûr, hein, tous les calculs économiques en vente totale ou en autoconsommation, si on a un parking qui est à proximité d'un bâtiment et pour lequel on peut installer des ombrières qui peuvent être reliées au bâtiment, on fait tous ces calculs-là. Et on calcule aussi les possibilités d'exonération. Alors bien sûr, hein, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite que la majorité des parkings puissent accueillir des panneaux. Néanmoins, il y a des possibilités d'exonération aujourd'hui. Donc, on fait une étude et avec une fiche qui est opposable.
C'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage puissent présenter aux autorités pour dire, ben voilà, il y a eu une étude qui a été faite sur ce parking-là. En particulier, avec les technologies qu'on a, on détecte automatiquement les arbres. C'est ce qu'on voit en haut à droite. Donc, on peut avoir le pourcentage de végétation d'arbres de tiges hautes déjà présentes sur le parking, ce qui est déjà intéressant par rapport aux obligations. Quand on fait des calculs d'irradiation, donc c'est ce qu'on voit en bas à droite. Donc on revoit, hein, toujours avec la même technologie de cadastre solaire. Alors c'est un peu différent de ce qu'on fait pour une toiture. Et là, on voit que ça prend en compte à la fois les bâtiments. Donc là, on voit l'ombrage de ce bâtiment. Ici, là, on voit l'ombrage de ce bâtiment-là. Et comme on a les arbres, on voit aussi l'impact de l'ombrage des arbres. Pour tout le reste du parking, on le met à plat parce que sinon, on aurait même les ombrages des voitures ou des camions. Évidemment, puisque les données 3D ont pris tout ce qu'il y avait à un moment donné. Donc là, on met à plat, sauf là où il y a des arbres, et donc on a vraiment le potentiel réel du parking. Sur un parking comme ça, on voit quand même que les ombrages, par exemple, sont particulièrement importants, ce qui n'est pas le cas de tous les parkings, mais voilà. Donc ça, c'est important, et c'est ce qui nous permet d'être particulièrement précis. Donc pour résumer, on peut étudier des patrimoines bâtis et fonciers, hein, qui ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de sites. On a étudié jusqu'à des potentiels qui avaient 25 000 sites. Et puis, on fait des potentiels qui ont une quarantaine de sites. Voilà. Donc, c'est la porte d'entrée pour étudier tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui se posent des questions. Donc, voilà, c'est une solution qui permet d'y répondre. Et j'ai essayé de faire assez court pour laisser la parole à ceux qui vont me succéder. Merci beaucoup. Et bien sûr, je serai disponible pour répondre à toutes les questions. Eh bien, bravo Benoît, effectivement, tu as fait moins que tes 15 minutes, donc je te félicite. Merci beaucoup, c'était très clair, très synthétique. On prendra donc les questions à la fin. N'hésitez pas à les poser déjà dans le chat, pour l'instant il n'y en a pas eu. Donc je sais que la première est toujours compliquée, mais lancez-vous. Maintenant, on va enchaîner du coup avec la présentation d'Eliop. Donc comme Benoît nous l'a introduit, qui répond à la problématique des bâtiments qui ne sont pas dimensionnés pour accueillir des panneaux au moment de leur construction. Et donc, je te laisse la parole, Julie, pour nous parler de votre produit. Eh ben, merci Valentin. Bonjour à tous. Merci pour l'introduction, Valentin. J'espère que vous me voyez, enfin que vous voyez la présentation et que vous m'entendez bien. C'est Ça a tout l'air bon de d'être mon côté, oui. parfait. Eh bien, écoutez, voilà, donc moi je suis Julie, donc je travaille pour la société Eliop. Donc Eliop, c'est une entreprise de la région Aura. Pur produit région Aura. Le produit dont on va parler aujourd'hui a été développé au CEA INES sur le technopôle de Savoie Technolac. Donc on a développé un panneau photovoltaïque léger qui après voilà, a donné lieu à la création de l'entreprise Eliop il y a 3 ans. Aujourd'hui, donc, nous sommes fabricants français de modules photovoltaïques légers. Et donc, notre ADN, c'est rendre possible la solarisation des toitures qui n'ont pas été prévues à cet effet. Donc, en fait, la plupart des bâtiments qui ont été construits avant l'ère photovoltaïque, hein, donc grosso modo avant 2010, c'est des bâtiments qui vont avoir ce qu'on appelle une toiture à faible capacité de charge. Ensuite, comme l'avait déjà indiqué Benoît dans sa présentation, aujourd'hui, de par les réglementations, les engagements RSE, les coûts d'électricité à maîtriser, on a un certain nombre de maîtrises d'ouvrage qui souhaitent solariser la toiture de leur bâtiment. Et en fait, souvent, lorsqu'ils vont se pencher sur l'étude de leur toiture, ils vont se rendre compte qu'il y a des obstacles. Le premier, c'est qu'ils vont se rendre compte, après diagnostic structure, que la toiture ne peut pas accepter plus de 10-15 kilos par mètre carré, que s'ils veulent refaire
Enfin, s'ils doivent faire un renfort de charpente, ça va vraiment impacter le capex de l'opération. Et on a aussi après toute la partie interruption d'activité qui peut voilà, être parfois compliquée ou juste impossible. Et on a aussi les limites assurantielles que l'on va voir un peu plus loin dans la présentation. Donc souvent, face à ces obstacles, les maîtrises d'ouvrage bah, voilà, baissent les bras et vont soit retarder, soit abandonner carrément leur projet de solarisation. Donc nous, notre mission, c'est arriver avec une solution assurable qui vous permet de mettre en œuvre facilement une solarisation pour vous mettre en conformité avec la réglementation, que ce soit la loi APER ou vos souhaits au niveau des critères tertiaires, et bien entendu en décarbonant le secteur du bâtiment. Donc pour ce faire, nous avons développé ce panneau qui s'appelle le panneau Sticon. Donc c'est un panneau qui est le compromis idéal entre légèreté et performance. Légèreté puisqu'on est à 5 kg par mètre carré, système d'intégration inclus. Donc on va vraiment pouvoir adresser les toitures dites faibles hein, qui peuvent pas du tout accepter de photovoltaïque. Le gisement est énorme, hein, on estime le gisement des toitures non non PV ready aujourd'hui hein, à peu près 50 gigas en France. Donc autant dire qu'il y a de quoi faire. Le panneau est breveté, le brevet appartient au CEA INES et nous avons l'usage exclusif du brevet. Je parlais de compromis idéal entre légèreté et performance puisque on a réussi à conserver les mêmes caractéristiques qu'un module photovoltaïque classique, que ce soit au niveau de la garantie, hein, on est sur un panneau qui a une garantie classique avec 89% de puissance de sortie à 25 ans, grâce à une durabilité assez particulière, parce qu'en fait, on a intégré dans le panneau une fine couche de verre qui va protéger le module photovoltaïque et donc qui va lui donner une performance considérable pour que le panneau puisse faire son job de panneau pendant toute la durée de vie de la centrale. Donc, pour aller un peu plus loin sur la partie durabilité, légèreté, donc on a, grâce au design du panneau, hein, le panneau est composé, pour schématiser, des mêmes matériaux qu'un module classique, mais pas dans le même ordre et pas dans les mêmes proportions. Mais grâce à voilà, 3 années de R&D, on a réussi à développer un panneau qui aura une résistance mécanique vraiment très satisfaisante, une durabilité à long terme. On n'aura vraiment pas de risque de délamination ni de jaunissement. Une haute résistance, par exemple au niveau de la résistance à la grêle. Les tests grêle réalisés chez Certisolis ont montré que notre panneau pouvait résister à des modules de 55 mm, ce qui est plus de 2 fois ce qui est demandé par la norme. Et enfin, on a une installation qui est très simple puisque en fait le module est collé directement sur la membrane de la toiture. Donc ça, on va être vraiment sur une solution légère puisque en fait on n'a pas de système de montage. Donc on va économiser totalement sur le poste poids de la structure de montage. Comme je disais, donc le module est directement collé, donc c'est une mise en œuvre directe sur la membrane d'étanchéité. L'avantage pour les installateurs photovoltaïques, c'est qu'on va avoir un gain de temps vraiment très important, hein. On est à peu près à moins de 2 minutes par collage par module, donc ce qui est 3 à 5 fois plus rapide hein, qu'un système classique. Surtout qu'aujourd'hui, quand on est en toiture terrasse, on est sur des procédés assez complexes, quand on est sur des systèmes de poids normaux, hein, avec des soudures, etc. Là, on a juste à coller, hein, on le voit directement sur les 2 vignettes à gauche du slide, c'est vraiment très simple. Les retours que nous avons des installations qui ont été faites depuis 2 ans, les installateurs sont tous unanimes sur vraiment la facilité et la rapidité d'installation. Ensuite, parmi les autres avantages, et de par le design, hein, on l'a vu sur la slide précédente, on a un module qui est très résistant.
Donc, on a un module qui est au niveau du classement feu, qui est Beyrouth T3. Donc ça vous sera demandé par les assurances au niveau des ERP, ou des bâtiments ICPE, ou même parfois des bâtiments Code du travail. Autre avantage et pas des moindres sur la face avant du module, hein, comme on n'a pas de cadre et qu'on a une face avant anti-salissure, le module va avoir beaucoup moins de risques d'encrassement qu'un module cadré standard. Parce qu'on le sait, sur un module cadré standard, on va avoir, lorsque l'eau va auto-nettoyer le module, on va avoir des dépôts de salissure en bas au niveau du cadre. Donc là, les salissures vont tout simplement glisser et ne pas stagner dans les coins du module. Et donc, on l'a vu, hein, le gain de temps va être vraiment valorisable au niveau du CAPEX, hein, puisque le temps de pause est divisé voilà, entre les types d'installation entre 3 et 5 par rapport à une installation classique. Aussi au niveau du câblage, l'absence de cadre fait qu'on n'a pas à mettre à la terre les modules. Ça, c'est un vrai avantage pour la partie électrique au niveau du gain de temps, mais aussi au niveau du gain des matériaux, parce qu'il n'y a pas à mettre à la terre tous les modules de la centrale. Donc aujourd'hui, au niveau des certifications, le module est sous évaluation technique ATEX et ETN avec Sopra Solar Flex. C'est un procédé qui appartient donc à Sopra Solar. Au niveau des domaines d'emploi, donc le module peut être mis en œuvre sur de la membrane synthétique ou de la membrane bitume, sachant que voilà, pour une question d'adéquation, il convient de coller le module sur une membrane neuve pour que la durée de la membrane soit en adéquation avec la durée de vie de la centrale. Le bénéfice pour le bâtiment, c'est voilà, un bâtiment qui repart avec une étanchéité neuve garantie 20 ans et une centrale photovoltaïque. Donc au niveau du site et des implantations d'Heliop, donc nous avons 2 sites en région Aura, donc le siège est à côté de Technolac, Bourget-du-Lac en Savoie, et notre usine qui est visitable, hein, on organise régulièrement des visites. Peut-être certains d'entre vous ont ou vont prochainement visiter notre usine. Donc le site de production est au Sheila, sur le site pardon, de SLS ActiPark, qui est également un site à énergie positive. Donc la capacité de notre usine, c'est 100 mégawatts crête par an, ce qui nous classe voilà, dans le top 3 des fabricants de modules photovoltaïques français. Donc notre solution, pour résumer, hein, c'est de permettre hein, la conformité aux exigences réglementaires. C'est aussi proposer voilà, une source de revenus stable et durable, revenus ou économie, hein, selon si on se place dans un processus d'autoconso ou d'injection. On va voilà, avoir des solutions qui sont rentables hein, et par rapport à la durée de vie et de la centrale. Ça permet également voilà, d'apporter de la décarbonation, de l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment en valorisant du foncier. Hein. L'objectif, c'est de valoriser des bâtiments qui jusqu'à maintenant n'étaient pas PV ready. Notre ADN, voilà, c'est vraiment rendre PV ready des bâtiments non PV ready sans passer par la case renfort de charpente. Hein. S'il y a vraiment une chose à retenir, c'est effectivement cet aspect-là. Donc, il n'y a pas d'impact sur les opérations du bâtiment à l'intérieur, puisque tout se passe à l'extérieur du bâtiment. Et enfin, le 4e point, bah, c'est une production d'énergie verte et locale. Notre module étant 60% plus léger qu'un module classique, donc c'est moins de matière. Hein, donc forcément, notre panneau va produire une électricité très décarbonée. On est à moins de 20 grammes de carbone par kilowattheure, donc on est vraiment très décarboné par rapport au mix français qui lui est même déjà plutôt assez décarboné par rapport aux autres mix de nos voisins européens. Donc voilà, donc pour résumer, hein, c'est voilà, une solution pour les toitures
de faible capacité de charge pour solariser ces toitures sans avoir à faire de renfort de charpente, avec une rentabilité élevée. Sachant, voilà, plus on sera en autoconso, plus on aura une rentabilité élevée en ayant une électricité green à la clé. Donc, quelques exemples. Donc, comme je disais, l'entreprise a 3 ans ce mois-ci, en septembre. Ça fait 2 ans que nous produisons. Nous avons commencé la production des modules en 2024. Et donc, vous pouvez voir à l'écran déjà un certain nombre de chantiers qui sont déployés ou qui sont en train de se déployer. Nous sommes présents sur tous les types de bâtiments, hein, que ce soit des bâtiments privés, des bâtiments publics, des bâtiments industriels, euh, des gymnases et sur tous les types de segments, hein. Aujourd'hui, on va de bâtiments avec 10 kilos en toiture et on a notre solution qui aujourd'hui est à l'étude sur plusieurs appels d'offres de la Creux, sur des projets de entre 1 et 5 mégas. Donc on peut vraiment apporter des solutions de toute taille sur différents types de toitures qui ne pourraient pas recevoir de PV classique. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les noter dans le chat et nous pourrons y répondre à la fin des présentations. Je vous remercie. Merci beaucoup Julie pour cette présentation très claire également et également en moins de 15 minutes, donc félicitations également. Un petit complément par rapport à ce que tu viens de dire, hein, on a vu des exemples sur des toitures plates exclusivement pour l'instant, mais pour les personnes dans la salle qui nous écoutent et qui auraient des toitures inclinées, Heliop travaille aussi pour développer des produits pour les toitures inclinées. Alors je sais pas Julie si tu peux nous préciser à quelle échéance Oui, ce sera prêt. Ça permet de faire un bien petit sûr. teasing aussi et que tout le monde se sente concerné. Parfait. Effectivement, merci Valentin. Donc, ce que j'ai présenté aujourd'hui concerne les toitures terrasses. Voilà, chez Heliop, on devait commencer par une solution. Donc, la solution qui est aujourd'hui immédiatement déployable, c'est notre solution sur toiture terrasse avec membrane d'étanchéité. En parallèle, et on devrait avoir une solution d'ici 2026 pour les toitures inclinées en bac acier. Donc l'idée, c'est d'avoir un module qui aura les mêmes caractéristiques au niveau légèreté et performance, mais qui soit tout simplement possible de mettre en œuvre sur du bac acier. Donc là, on sera vraisemblablement pas en collage, mais plutôt en fixation mécanique. Et donc, on devrait avoir des informations courant voilà, premier semestre 2026. C'est long puisqu'en fait, toute la partie voilà, études, certification, c'est des... euh, enfin, voilà, pour pouvoir être sous ETN, ça prend un certain nombre de mois pour passer toutes les certifications. Mais voilà, l'objectif, c'est d'avoir à terme 2 solutions PV légères pour les toitures plates et pour les toitures inclinées. Super, merci beaucoup. Un projet dont on est très fier chez Tenardis, en tout cas, aussi bien en termes de R&D que d'industrie. D'ailleurs, bah, du coup, comme l'a dit Julie, c'est possible de visiter leur usine. Donc, si vous souhaitez qu'on fasse une mise en relation pour que vous visitiez leur site, n'hésitez pas, on sera très heureux de faire cette mise en relation. Je crois, si je dis pas de bêtises, que le site d'Heliop est le seul site de production de panneaux photovoltaïques en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, moi, en tout cas, pour l'avoir visité, j'ai fortement apprécié de voir la chaîne de production. Donc, je vous invite à faire de même. Et donc maintenant, je laisse la parole à Denis Bolaving de Poma, qui est connu pour ses remontées mécaniques, mais qui se diversifie sur le photovoltaïque sur câble et qui va nous présenter la solution qu'ils ont développée pour déployer le photovoltaïque sur des surfaces qui sont difficiles à franchir. Alors, Denis, on voit ta présentation. Pour l'instant, je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Avec le micro activé. Voilà, c'est Bonjour à mieux. tous et Parfait. merci Valentin. Alors, une présentation donc rapide sur les généralités de Poma pour aller ensuite vers le renouvelable et ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc le PV sur câble. Hop.
On fait partie d'un groupe familial du Sud-Tyrol qui est avec un cœur de métier dans le transport par câble et qui s'est diversifié au fil des années dans différents aspects, dont le renouvelable. Poma est un groupe également basé en Auvergne-Rhône-Alpes. L'ensemble de nos filiales industrielles sont en Auvergne-Rhône-Alpes. On pèse à peu près 500 millions de chiffre d'affaires et on a été créé en 1936 à l'initiative d'un ingénieur polonais. Nous avons une politique RSE qui s'est développée depuis les années 2009 dans notre activité cœur de métier câble, notamment avec des réalisations de transport urbain par câble et notamment à Medellín. Et depuis 2010-2015, on a structuré notre politique RSE. On a créé une fondation et on a développé depuis quelques années maintenant une démarche Life Airway pour l'ensemble de nos processus de conception et donc qui touche à l'ensemble des cycles de vie de tout ce qu'on produit dans le groupe Poma. Life voulant dire à la fois low impact for environment et large impact for efficiency. Voilà, on a la double ambition. Dans le renouvelable, on a à la fois des actions dans la partie éolienne, donc on a un peu plus de 400 machines installées en éolien. C'est de l'éolien terrestre de moyenne taille, avec des machines qui vont de 42 mètres à 101 mètres de diamètre, de 250 kW à 3 MW. Plus récemment, on a acquis un constructeur de turbines hydrauliques, toujours dans le sud Tyrol, avec des turbines qui vont de 250 kW à 30 MW. Celle que vous avez sous les yeux est déjà d'une taille conséquente. Et on a complété donc ce panel de solutions pour le renouvelable avec SolarWay. SolarWay, c'est un brevet qui est dans le groupe depuis 2008, qui a été déployé par nos cousins suisses pour le marché suisse. J'y reviendrai après dans les références. On a repris ce brevet il y a 2 ans et on l'a mis, on va dire, au goût Poma. Et on a fait une installation que vous pourriez visiter à tout moment. On serait très curieux de vous accueillir sur le parking du siège de Vorep. En quoi ça consiste? En fait, ce sont donc des ailes solaires sur cadre aluminium qui sont fixées sur des panneaux, sur des câbles porteurs tendus entre des charpentes métalliques et qui sont reliés par un câble de commande, une boucle motorisée par un seul et même moteur pour l'ensemble d'un panneau photovoltaïque. Ça nous fait des systèmes avec une performance énergétique intéressante et surtout une très faible emprise au sol avec une capacité de tracking du fait de la motorisation de la boucle de câble. Voilà le tramage qu'on réalise. Alors, les appuis peuvent avoir une portée jusqu'à 50 mètres, c'est-à-dire que sur 50 mètres, vous n'avez aucune emprise au sol. À chaque extrémité, vous avez des poteaux métalliques et des ancrages. Et puis, ceci peut être déployé en tramage de 12 mètres de large, donc un global qui fait à peu près 600 mètres carrés et multiplié à l'envi sur une surface donnée. L'avantage, donc, on est sur des systèmes avec très peu d'emprise au sol et on retrouve là la capacité de tracking avec une adaptation, on va dire, en fonction des aléas météo. C'est très rapide de mise en œuvre et il y a une maintenance aisée d'une part et relativement réduite du fait du faible nombre de motorisations. On a une adaptation à la météo qui est liée à un asservissement à une centrale météo localisée, avec à la fois de la production optimisée. On peut s'adapter sur les risques de grêle, les risques de neige ou autres, et on peut faire de la protection de culture, puisque l'agrivoltaïsme est une des cibles du marché qu'on vise avec ces systèmes. Dans les applications, l'intérêt de ces structures sur câble permet d'aller implanter des panneaux dans du relief avec des fortes pentes.
d'avoir un tramage très modulaire en fonction des besoins. On peut envisager, si on met un appui intermédiaire, comme on le voit ici, de déporter et d'avoir une seule portée de câble de 100 mètres linéaires avec un seul appui au milieu et des ancrages de part et d'autre de ces 100 mètres linéaires. Voilà schématiquement à quoi ressemble le système. Donc on retrouve les portées jusqu'à 12 mètres dans un sens et 50 mètres dans l'autre, les câbles porteurs et le câble tracteur qui va assurer le tracking. On a une capacité d'ajuster la hauteur en fonction du besoin de tirant d'air sous les panneaux. On a donc deux approches possibles avec des panneaux de fourniture POMA et des structures surtout qui sont adaptables à tout type de panneaux solaires. Donc on est très souple sur on va dire sur le périmètre de fourniture. Et là, on détaille également la possibilité qu'on a de faire du pas variable en fonction des besoins d'ombrage et notamment dans les applications agrivoltaïques. Un exemple sur de la couverture de vignes où on peut tramer soit dans un sens, soit dans l'autre, puisqu'on a capacité en fonction de ce que nous demandent notamment les agriculteurs, de tramer dans un sens ou dans l'autre sur une même pente. Et on est en partenariat avec CESA, qui est une start-up du sud de la France, pour toute la partie tracking. Donc c'est eux qui nous pilotent le tracking des panneaux avec une certaine expérience justement sur l'agrivoltaïsme. Les performances sont intéressantes, y compris sur la partie évaporation, puisqu'on arrive à créer de l'ombrage et à diminuer de 30% les évaporations. On a aussi historiquement des clients qui sont des acteurs de toute la partie parc d'attractions, qui nous ont sollicité aussi pour des applications en périphérie des attractions. Aussi sur toute la partie logistique, puisque le gros intérêt est qu'on peut couvrir des surfaces logistiques, mais sans encombrer le sol, et puis tout en ayant de nouveau un tirant d'air suffisant pour faire passer des faradiers ou autres systèmes. On regarde aussi de la couverture soit de canaux, comme on voit en haut à gauche, soit sur des bassins de rétention, quels qu'ils soient, avec de nouveau le bénéfice de ces appuis assez espacés pour tramer au-dessus de bassins. Quelques références, donc je vous évoquais une mise en œuvre dès 2008 avec différentes applications. On a même fait une application que vous voyez en haut à droite en double tracking, c'est-à-dire qu'on est sur une structure rigide et on est capable d'orienter la structure rigide et d'orienter les panneaux indépendamment, ce qui fait un double axe de tracking. Et puis plus récemment, donc l'ombrière de Vorep, qui a principalement l'intérêt de démontrer ce qu'on sait faire un maximum en taille. Par contre, on n'est pas très ciblé sur l'ombrière conventionnelle de parking parce que, sauf à avoir des vraies contraintes on va dire, d'emprise au sol, sinon c'est pas là qu'on sera les plus percutants. Et puis un petit focus, puisque ça nous est régulièrement demandé, sur la manière dont on peut réaliser la maintenance sur des panneaux qui sont quand même très aériens. Donc voilà, on a développé des outils, des nacelles qui sont capables de circuler sur les câbles porteurs et donc de faire en sorte, d'une part, d'assurer les opérations de montage et ensuite d'assurer les opérations de maintenance. Voilà, merci et à votre entière disposition pour les questions à venir. Merci beaucoup, Denis, pour cette solution qui nous permet d'envisager de déployer du photovoltaïque sur des surfaces qui jusqu'à présent n'étaient pas envisagées pour ça. Donc,
On voit bien que le photovoltaïque peut se déployer partout. Le tout, c'est de développer les technologies qui permettent d'exploiter le foncier et notamment quand il y a des doubles usages. J'apprécie particulièrement personnellement l'image que tu as mise sur une station d'épuration qui montre bien que bah, voilà, des équipements industriels peuvent aussi devenir producteurs d'énergie, notamment en autoconsommation. Et donc, bah, on va continuer dans la même veine avec Wattway qui va nous parler également du fait de rendre des voies de circulation productrices d'électricité. Donc, c'est encore une fois des surfaces auxquelles on ne pense pas spontanément quand on parle de déploiement du photovoltaïque. Donc, voilà, ça nous permet d'élargir encore un peu plus notre horizon pour le Ok, déploiement de cette bonjour à énergie. toutes et tous. Vous m'entendez? Ouais, c'est tout bon. Parfait. L'affichage est OK aussi? Ouais. Allez, très bien. Bien enchanté tout le monde. Je m'appelle Rémi Trarieux. Je m'occupe du développement de Wattway. Donc, vous pouvez le voir, Wattway, qui est une techno qui a déjà un certain âge, mais qui est développée par Colas, le CEA également et l'INES plus particulièrement depuis une dizaine d'années. Donc, on vient, c'est bien à la suite de ces quelques présentations, démontrer qu'on a de la place à prendre et des alternatives au photovoltaïque, je dirais, conventionnel, pour répondre à des problématiques quand elles se posent. Donc Wattway, pour celles et ceux qui découvriraient, c'est comme il est inscrit sur le titre de la présentation, le leader du revêtement photovoltaïque circulable. Alors vous allez me dire circulable, oui, très bien, pourquoi? Le principe de fonctionnement, c'est de se dire à la base que on a des espaces de circulation qui regardent le ciel toute la journée. Le constat de base, il y a une dizaine d'années, c'était de se dire qu'une route classique, elle est utilisée 20% de son temps de vie, le reste du temps, elle regarde le ciel. Donc pourquoi ne pas réfléchir à développer un module photovoltaïque qui soit assez résistant pour être directement appliqué sur ces espaces de circulation et ainsi donc apporter une solution complémentaire pour la production d'énergie d'origine renouvelable. Je ne sais pas à quel slide vous en êtes, parce que moi j'ai un petit bug sur mon PC, mais j'imagine que c'est la coupe. Ouais. On D'accord, voit le plan de coupe effectivement de la c'est base. parfait, c'est parfait. Donc vous le voyez, bon, l'idée de base était ici, c'est d'avoir des routes, routes circulées. Donc on a des revêtements PV qui sont extrêmement fins, ils font moins de 5 mm d'épaisseur, des cols dédiés, des cols spécifiques développés par le groupe. Et puis en dessous, le support qui sera bien soit en enrobé, soit en béton, prêt, alors bien sûr en bon état, mais prêt à accueillir nos modules photovoltaïques. Je répondrai de manière plus technique s'il y a des questions. Là, c'est une présentation très générique. Et pour rentrer après dans le vif du sujet, s'il y a des questions plus techniques, on y répond par la suite. Les grands chiffres, simplement, bon, aujourd'hui, 10 ans de recul, on a clairement effectué des expérimentations un peu partout dans le monde. On a à peu près 70, je crois, ouais, 70, 71 sites expérimentaux qu'on a suivis, d'autres qui sont toujours en vie, d'autres qu'on a démantelés. Et grâce à ces sites-là, qui sont des bibliothèques pour nous, hein, à ciel ouvert, on a fait évoluer sans cesse la techno pour arriver aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à un produit qui est mis sur le marché, qui est mature, et avec lesquels on propose des BP et avec des rendements certains. Donc quelques grands chiffres, bon, 210 watts crête mètre carré, c'est la puissance nominale de nos modules, donc on n'est pas sur des jouets, quoi, hein, c'est des choses qui fonctionnent bien. Le 21%, c'est le rendement moyen. Nos modules sont éprouvés pour résister alors 300 000, il y a une coquille, c'est plutôt 1 million de passages de roues à 13 tonnes à l'essieu. On a les certifications que vous voyez, hein, donc qui finalement prouvent qu'on est des panneaux photovoltaïques, qu'on est sur des modules photovoltaïques à proprement parler. En termes d'installation, hyper simple, hyper facile, pas de nécessité de demande de permis spécifique. On peut se déployer ultra rapidement et se câbler directement à un TGBT d'un bâtiment. Je fais un avance comme celle-ci. En fait, vous aviez peut-être certainement tapé Wattway à un moment donné sur Google et puis vu des articles sur une route solaire en 2015 ou 2016 qui avait été poussée par, à l'époque, notre ministre Ségolène Royal. Et bien sûr décrié, mais tout est parti de là finalement. Et
Donc on s'était appliqué à faire une route revêtue de ces modules photovoltaïques, donc de première génération. On sortait finalement du garage, quoi. Et on a réalisé 1 kilomètre entier de route. Pour nous rendre compte qu'effectivement, quand on est soumis à un trafic intense, notamment de poids lourds, d'engins agricoles, de tout ce que vous voulez, eh bien, c'était compliqué de maintenir une installation de ce type plus de 5 ans. Pour autant, grâce à l'expérience et le retour qu'on avait, on a fait évoluer, comme je vous disais, les modules. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus résistants qu'avant. Il y a plus ce qu'on avait observé au démarrage. Mais on a recentré nos débats et nos efforts sur des espaces qui finalement paraissent plus propices et sur lesquels on peut garantir une pérennité du système jusqu'à 25 ans en fait. Entre 20 et 25 ans, puis c'est ce qui est attendu et c'est ce qui est demandé dans le photovoltaïque. Donc vous le voyez là par le schéma qui illustre bien ce que nous faisons et ce vers quoi nous allons. Donc on travaille avec le secteur, si on part de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, le secteur aéroportuaire, puisque souvent les aéroports donc, ont des fonciers disponibles considérables côté ville et côté piste. Évidemment, on ne pense pas aux pistes d'atterrissage et décollage, mais en tout cas tous les latéraux, les taxiways, etc. sont adaptés, puisque finalement ils voient très peu de circulation. Des zones de parvis, de trottoirs qui sont disponibles et qui finalement pourraient devenir des zones de production. Donc on mutualise l'espace. Vous avez donc un gros sujet pour nous qui est les réseaux cyclables, puisque l'impact de circulation d'un vélo il est nul, hein, il est zéro sur nos modules. En complément, alors là, on met un exemple avec des parkings. Bien évidemment que l'ombrière, quand elle est possible, ou la toiture, remportera tous les suffrages, ça, il n'y a pas de débat. Mais nous, on est là pour proposer une solution complémentaire à des coûts d'installation et d'exploitation au bois de crête qui sont acceptables. Donc, bien sûr, on ne va pas se mettre sur les voies stationnées, mais sur les voies de circulation des parkings. Et puis pour finir, moi j'aime bien cet exemple puisque on sent qu'il y a vraiment une appétence en tout cas dans ce milieu-là, mais le milieu portuaire est en demande et il y a de la place et souvent ils sont contraints pour installer, on ne voit pas une éolienne installée sur un port, mis à part en offshore, et le photovoltaïque également, on le voit notamment du côté de Sète actuellement avec des installations offshore PV, mais sur le port à proprement parler, souvent le PV est très contraint et nous ça nous va bien. L'idée, pour l'instant, c'est de travailler en autoconsommation simplement, puisque pour travailler sur la réinjection et avoir des projets rentables, il faut des surfaces considérables, ce que nous n'avons pas encore. On va balayer, mais c'est des choses que j'ai un peu dites durant ma présentation, mais les avantages, bon, clairement, nous, on œuvre pour, je dirais, mutualiser, alors ça je l'ai déjà dit, mais j'insiste, on mutualise l'espace et on valorise son foncier. Un peu dans la même veine que Heliup ou comme Poma, hein. De toute façon, on est là à chercher des endroits pour éviter justement d'avoir des impacts visuels trop conséquents et puis les acceptabilités sociales, quoi, les soucis d'acceptabilité sociale. Donc on produit une énergie renouvelable en circuit court, ça bon, c'est très clair. On optimise la ressource foncière, ça on vient de le dire. On s'affranchit en tout cas pour notre dispositif de pas mal de contraintes architecturales et de freins qui sont liés souvent aux ABF ou autres, mais c'est bien souvent le cas. Je parle notamment sur les ports également, je reviens dessus, mais on a beaucoup d'exemples où des projets ont été freinés dû à ça. On n'artificialise pas de sol supplémentaire, c'est-à-dire que ça c'est important. On a déjà une infra à dispo, encore une fois en béton ou en enrobé, peu importe. Elle est existante ou à refaire, peu importe. Mais on vient en surépaisseur, donc on n'a pas de travaux invasifs et on artificialise rien du tout. On vient juste coller un module de 4,4 mm sur un enrobé. Donc niveau visuel, niveau acceptation, on est bon. Côté non invasif, on vient de le dire. La résilience aux aléas climatiques, bon, niveau technique, on pourra aller plus loin aussi derrière, mais on a des tests de résistance aux impacts qui sont considérables. C'est-à-dire que la grêle ne nous fait pas peur, par exemple.
Un avantage aussi considérable, c'est vous voulez le déployer, ben c'est super rapide, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre le délai moyen je veux dire, entre les études et la mise en œuvre d'un projet classique, qui peut parfois être très long. Là, ça peut être très rapide. On n'a pas de demande de permis spécifique, puisqu'on ne vient pas dénaturer visuellement ce qu'il y a déjà sur place. Donc, bien souvent, ça va très vite. Et en capacité de déploiement, aujourd'hui, on a développé des machines de pose, ce qu'on n'avait pas il y a encore 5 ans, qui sont en semi-automatique, qui sont capables de poser 10 kilowatts de puissance à l'heure. Donc, ça peut aller très très vite en termes de déploiement. Euh, Tout comme Heliop, je dirais, en fait, le principe, le fondement, c'est que nos cellules, on travaille à une encapsulation qui vient de rendre invulnérables les cellules photovoltaïques à un certain type de trafic. Donc, qui peut le plus, peut le moins, comme je vous disais tout à l'heure, on ne va plus se positionner du tout sur les endroits qui sont fortement circulés, parce que très clairement, je suis moi-même le premier à le dire que c'est pas viable. Mais en revanche, sur des modes plutôt doux, avec des circulations plutôt faibles, là, il n'y a aucun souci, on garantit nos modules entre 20 et 25 ans. Je vous montre quelques exemples des dernières réalisations, comme ça, ce sera très concret. Vous avez en haut à droite un parking qui date déjà, puisque celui-là, il a au moins 6 ans, avec des premières, enfin pas les premières, mais des 2 ou 3e génération de modules. Vous avez de manière diagonale en bas à gauche une piste cyclable. Donc là, alors quand je parle de tout ça, par exemple la piste cyclable, on est sur 280 kg de puissance, hein. Donc c'est pas un tronçon comme ça. C'est vraiment, on a 2 km de pistes cyclables qui sont raccordées au réseau aux Pays-Bas, en Hollande. Ils ont un petit peu d'avance sur les politiques cyclables que nous. En bas à droite, vous avez encore une fois un parking et la voie circulée de parking. Là, on a une trentaine de kilos. Et puis, ce qu'on vient de réaliser il y a peu de temps, donc un appontement photovoltaïque en zone protégée. Donc là, on est sur le parc naturel des Calanques, sur l'archipel du Frioul. Et donc là, c'est que les prémices, les démarrages, alors, une petite centrale, hein, c'est une quinzaine de kilos, mais qui annonce de belles choses, en tout cas pour nous, sur d'autres zones portuaires avec des installations plus conséquentes qui viendront effacer une partie des consos de ces zones portuaires qui ont, comme tout un chacun, des besoins de neutralité énergétique et de verdir un petit peu leurs images. Voilà. Pour tout ce qui est, encore une fois, technique plus poussé, n'hésitez pas, je réponds avec plaisir à toutes vos questions enfin. Je vous remercie pour votre attention. Pour Rémi pour cette présentation également très rapide et très complémentaire des précédentes. Je vais maintenant passer la parole à Maxime Varin de Sunwave, qui, on l'a vu là pour l'instant sur les différentes solutions précédentes, on était plutôt sur des solutions peu couramment répandues, on va dire, pour des nouvelles applications photovoltaïques. Sunwave va nous ramener sur des solutions plus classiques, savoir comment est-ce qu'on fait son choix entre les différentes solutions photovoltaïques qui sont sur le marché actuellement, donc mainstream, hein, pour équiper sa toiture classique ou son parking, et comment est-ce qu'on finance son projet quand on n'a pas forcément le CAPEX nécessaire. Donc pour ouvrir un petit peu les échanges. Maxime, si vous voulez prendre la main. Ouais, Hop, voilà. bonjour, bonjour Bonjour, tout le monde, on vous entend, c'est parfait. Allez-y. c'est parfait. Donc je suis le cofondateur de Sunwave. Chez Sunwave, notre mission, elle consiste à simplifier et à accélérer la solarisation de nos clients. Et pour ça, on fournit les services suivants. On développe des projets photovoltaïques, on les finance, on en assure la maîtrise d'ouvrage, donc on pilote la construction, on en assure également l'exploitation et la maintenance. Puis ensuite, on va valoriser cette électricité. Alors, soit on la valorise en la vendant à des utilisateurs finaux en B2B, soit on la valorise en allant chercher des mécanismes de soutien, comme des appels d'offres de la Creux ou encore les appels d'offres simplifiés qui vont remplacer d'ici la semaine prochaine les obligations d'achat. Donc, Sunwave, on est une jeune structure. On est né début 2024. On a la particularité d'être né avec le soutien de Vinci, qui est à notre capital. Et aujourd'hui, on a presque 20 mégas de projets développés, puis on en a une centaine en cours de développement. Nous, on s'adresse à 3 typologies d'acteurs spécifiquement. On a créé une offre vraiment pour les acteurs de l'immobilier. Et donc là, on va travailler pour des foncières
et des promoteurs. On travaille pour les industriels dans différents segments d'activité, l'agroalimentaire, l'aéronautique, la production d'aluminium. Et on a également construit des offres vraiment spécifiques aux collectivités. On a la particularité d'être né à Lyon, donc on vous a mis quelques-unes de nos références. Par exemple, on travaille pour Panatoni qui construit une messagerie sur l'aéroport de Lyon en ce moment. On est le partenaire dans le domaine industriel du groupe Saint-Michel, donc les petites galettes Saint-Michel. Nous, on est en train de solariser 3 usines. On a 2 méga 5 en autoconsommation qui alimentent les usines de Saint-Michel. Donc, une partie des biscuits sont désormais fabriqués avec l'électricité qu'on produit sur leur site. Voilà pour nous présenter en quelques mots. Hop. Notre vision, je pense qu'on partage un consensus, l'énergie photovoltaïque, elle est mature et elle est faiblement carbonée. On lui reproche souvent son intermittence, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'évolution des réseaux électriques et des modèles économiques associés sont une réponse à cette intermittence qui est substantielle des énergies renouvelables. On voit aussi que les contraintes réglementaires, je crois que vous en avez déjà parlé lors d'un webinaire précédent, aujourd'hui encouragent encore plus les propriétaires fonciers à solariser avec la loi APER ou encore le décret tertiaire, et on pourrait y revenir. Et la conviction un peu plus profonde que l'on a, c'est que ces modèles décentralisés, en produisant proche des territoires, c'est une forme de souveraineté énergétique locale. Certes, nos modules, aujourd'hui, on les achète dans la plupart des cas en Asie, mais une fois qu'ils sont sur notre territoire, ils vont produire de l'électricité pendant 30 à 40 ans de manière très autonome. Sur le contexte réglementaire, je ne vais pas vous faire un rappel juridique, mais juste en synthèse, il y a 3 textes aujourd'hui qui peuvent vous concerner. Il y a le décret tertiaire, qui va s'adresser autant aux occupants qu'aux exploitants, qui vise une réduction des consommations énergétiques. Et le solaire en autoconsommation peut y répondre, en autoconsommation individuelle et non collective. Il y a la loi climat et résilience, donc là on va plutôt s'intéresser aux bâtiments neufs, donc en fonction de la typologie des bâtiments. Grosso modo, tous les bâtiments neufs à usage tertiaire notamment, qui ont une surface de toiture supérieure à 500 ou 1000 mètres carrés, doivent désormais être solarisés ou végétalisés en toiture. Donc la plupart de nos clients, dès qu'ils déposent un permis de construire, leurs architectes maintenant leur disent attention, il faut prévoir quelque chose en toiture. Le solaire est quand même moins lourd que la végétalisation, qui permet de fournir de l'électricité, donc c'est une option qui est assez souvent retenue. Et puis le dernier texte en date, qui a vu certains amendements évoluer au cours de l'été, c'est des questions, je me ferai un plaisir d'y revenir, mais c'est la loi APER qui incite très fortement les propriétaires de parking de plus de 1500 mètres carrés de solariser au moins la moitié de leur surface. C'est une version très synthétique de la loi APER. S'il y a des arbres, vous pouvez être affranchi en partie de cette obligation. Mais en tout cas, propriétaire de parking, vous devez désormais vous poser cette question. S'il fait plus de 1500 mètres carrés, vous êtes confronté à la loi APER. On voulait vous partager les grandes phases d'un projet photovoltaïque. Donc certes, on va produire de l'énergie pendant 30 ans une fois que la centrale est là, mais au début, cette centrale, il faut l'installer et surtout, il faut la développer aussi, c'est-à-dire obtenir l'ensemble des autorisations. Et comme on est sur des délais d'exécution, notamment sur notre segment qui est le solaire décentralisé relativement rapide, c'est presque la partie développement un peu administrative qui va prendre le plus de temps. Donc, développer un projet photovoltaïque, c'est piloter les études de faisabilité qui vont venir prendre en compte l'ensemble des contraintes techniques de votre site. C'est réfléchir au modèle économique. Est-ce que cette électricité, je veux la consommer sur mon site? Est-ce que mon profil de consommation est en adéquation avec le profil de production de cette centrale? Ai-je un intérêt à la valoriser sur le réseau? Ai-je un intérêt à vendre une partie de cette électricité à mes voisins? C'est vraiment cette étude économique qui est clé à nos yeux. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur la taille de la centrale et la manière de la raccorder puis de valoriser l'électricité, il y a toute une phase d'obtention des autorisations d'urbanisme, déclaration préalable ou permis de construire, sécuriser le raccordement. Pareil, qu'on soit en autoconsommation individuelle quand je vais me raccorder sur mon installation électrique ou si je me raccorde directement sur le réseau, il y a un processus auprès d'Enedis à piloter. Et la phase de développement, donc si vous faites appel à un tiers investisseur comme nous, elle s'achève par la réitération du bail
qui nous permet d'exploiter la toiture ou le parking que vous nous confiez. Et ensuite, la deuxième phase, c'est une phase de réalisation, d'exécution qui va passer par les études détaillées, des approvisionnements, la sécurisation des bureaux de contrôle et des SPS. Un chantier photovoltaïque, c'est comme un chantier de construction de ce point de vue-là. Penser le phasage des travaux, notamment sur les ombrières. On nous avait demandé d'être spécifique sur les ombrières. Les ombrières, on va venir monopoliser quelques places de parking pendant une certaine durée. Donc là, c'est comprendre les enjeux de nos clients d'utilisation du parking. Je pense notamment aux surfaces commerciales où leur chiffre d'affaires est complètement dépendant de la disponibilité du parking. Là, il y a un vrai travail de coordination. Et puis après, comme tout chantier, il faut le réceptionner. Il faut le réceptionner. Et cette centrale, si jamais demain vous envisagez d'en acheter, il faut aussi penser à quelle garantie j'ai de la part de mon constructeur. Et une centrale, il y a bien sûr toute la conformité technique, mais il y a aussi la garantie qu'elle va produire de l'énergie telle qu'on l'avait imaginée dès le début. Et ça passe par des garanties de performance que nous, on demande de manière systématique à nos installateurs, par exemple. Et puis, une fois que la centrale est livrée, c'est pas fini, en fait. Parce que la centrale, il va falloir continuer de la gérer. C'est pas un actif si passif que ça. Il faut la maintenir. Il faut faire la maintenance préventive. Il faut faire le curatif. Dès qu'un onduleur disjoncte, dès qu'il y a un problème de communication, il faut être capable d'intervenir dans un délai extrêmement rapide. Sinon, on perd de la production et c'est la rentabilité du projet qui s'échappe. Également, piloter les enjeux de facturation. Je vous en parlais à l'instant, cette électricité, vous pouvez la consommer, vous pouvez également l'injecter sur le réseau, vous pouvez faire des schémas hybrides. Et maintenant, quand vous allez l'injecter sur le réseau, il faudra faire appel, vous ne pourrez pas la valoriser directement sur le marché, il faudra faire appel à un opérateur de marché, que dans notre jargon, on appelle un agrégateur. Donc ça va être nouveau à partir de la semaine prochaine, mais c'est une complexité supplémentaire à appréhender. Donc, les grands enjeux d'une centrale, on les a synthétisés. Premièrement, on pense que c'est le dimensionnement, le bon dimensionnement de la centrale au regard de vos différentes contraintes. Le deuxième enjeu qui est clé, c'est le raccordement, indispensable. C'est une des premières choses à étudier. Qu'il soit en autoconsommation ou en injection, bien comprendre les contraintes de raccordement. On ne peut pas se raccorder n'importe où et n'importe comment, comme on le souhaite. On est dépendant des Enedis là-dessus. Et le troisième point, qui est consubstantiel aussi, c'est qu'allons-nous faire de cette électricité qui a un profil si atypique, qui suit la courbe du soleil? Comment allons-nous la valoriser? Ce sont vraiment les points de vigilance toujours à avoir en tête lorsque vous allez déployer votre projet. Sachant qu'une fois qu'on choisit un modèle, c'est compliqué de changer. Si vous vous raccordez en autoconsommation individuelle sur votre site, sur votre TGBT, ce sera compliqué d'aller se raccorder demain sur le réseau public. Il y aura des coûts supplémentaires. Donc, c'est des arbitrages à prendre dès le début. Et donc, on parlait du modèle de valorisation. Là, on vous a fait 3 schémas. On a essayé d'être le plus simple possible. On parlait souvent d'injection avant. Donc, la plupart des centrales, aujourd'hui, quand vous voyez des centrales en France, dans 98% des cas, cette centrale est raccordée directement sur le réseau et bénéficie de ce qu'on appelle les mécanismes de soutien, c'est-à-dire un engagement d'EDF obligation d'achat à acheter cette électricité à un tarif défini pendant 20 ans. Ça, c'est quelque part la manière dont le solaire photovoltaïque a démarré en France. Des modèles qui émergent de plus en plus et dont on entend de plus en plus parler et que nous, Sunwave, on porte particulièrement, c'est l'autoconsommation individuelle. C'est assez simple de reconnaître une centrale en autoconsommation individuelle. D'un point de vue technique, elle est raccordée sur votre installation électrique. Quand on est sur une usine, elle est raccordée sur le TGBT, sur la boucle HTA. Elle n'est pas connectée au réseau directement, même si indirectement, l'électron est raccordé au réseau parce que l'usine est elle-même raccordée. Donc si je me raccorde sur le TGBT de l'usine et que l'usine a un point de livraison, ma centrale, quelque part, elle est raccordée. Mais moi, physiquement, je suis raccordé sur l'usine. Et donc, et là, on injecte tout ce qu'on produit dans la consommation, dans le profil de consommation de nos clients. Ça, c'est des solutions qu'on préconise pour les consommateurs relativement importants, notamment les industriels. Et puis, vous en parliez en introduction, quelque chose qui est encore plus récent, c'est l'autoconsommation collective. Donc nous, on a la chance d'exploiter des opérations depuis notre création, depuis 2 ans. On a maintenant des opérations en autoconsommation collective. L'autoconsommation collective, en synthèse, notre centrale, elle est raccordée sur le réseau public d'électricité. Et puis, on est capable, via un jeu de compteurs, en fait, de vendre cette production
à des consommateurs qui sont situés dans un certain rayon de nos centrales. Et donc là, on leur vend de l'électricité et on définit la manière dont on va partager notre production entre ces différents consommateurs. Dans ce cas-là, on passe par l'intermédiaire du réseau public d'électricité et le tiers de confiance qui va venir arbitrer sur quelle production a été octroyée à tel interlocuteur, à tel consommateur, c'est Enedis, c'est le gestionnaire de réseau. Voilà, on voulait vous partager quelques réflexions sur les enjeux autour des ombrières photovoltaïques. Donc, on en a identifié 6. Là, on vous montre l'ombrière qu'on a faite chez Saint-Michel, par exemple. C'est une ombrière donc, de 9000 m² qui fournit, qui a une puissance d'1,4 méga et qui va fournir environ 10% des besoins en électricité de l'usine. Les questions à se poser, c'est déjà comprendre les surfaces à solariser, notamment au regard de la loi Aper, qui nous incite à solariser 50% des parkings. Donc là, il faut regarder le plan masse. Et puis cette ombrière, faut bien savoir qu'une fois qu'elle est là, c'est pas si simple à déplacer. Elle a des fondations. Si vous voulez déplacer les modules dans 5-10 ans, c'est plutôt une mauvaise idée. Donc, il faut identifier des surfaces de parking sur lesquelles vous avez la conviction que vous n'allez pas construire des bâtiments dessus au cours des 20 prochaines années. Donc ça, c'est déjà, il y a une étude des surfaces qui est à réaliser. Il faut réfléchir à la hauteur libre sous les ombrières, hein, c'est le b.a.-ba, mais voilà, qui va venir se garer? Est-ce que ce sont uniquement des véhicules légers? Est-ce qu'il y a des camionnettes? Est-ce qu'il y a des poids lourds? Donc, en fonction de l'utilisation, définir la hauteur. Plus la ombrière est basse, plus on est efficient en termes de prix de revient de l'électricité. Donc voilà, ça c'est les enjeux que l'on a à traiter avec ces ombrières. Une question à se poser, c'est est-ce que vous avez la possibilité de réaménager votre parking? Quand on vient mettre une ombrière, ça peut être aussi l'occasion de repenser son parking. Est-ce que l'utilisation elle est fluide? Est-ce que les gens se garent de la manière dont on avait prévu? Et parfois, de l'orienter d'une manière différente, ça peut augmenter la production électrique de 10% sur votre ombrière. Donc là, il y a une réflexion un peu duale entre l'utilisation du parking et l'optimisation photovoltaïque en tête à gérer. D'un point de vue technique, il y a aussi penser la gestion des eaux pluviales. De toute façon, quand on va faire la demande d'autorisation d'urbanisme, ça va être un sujet qu'il va falloir démontrer à la mairie comment on traite ça. Donc voilà, bien traiter ça, bien comprendre comment c'est déjà traité à l'échelle du parking pour que l'ombrière s'inscrive dans les dispositions déjà mises en place. La gestion de l'éclairage. S'il y avait des lampadaires sur votre parking, les ombrières vont venir faire de l'ombre. Si vous êtes soumis, par exemple, aux règles ERP d'éclairage nocturne, il va falloir remettre un éclairage sous les ombrières. C'est des choses qui sont, c'est assez classique, mais ça s'anticipe. Et puis, les bornes IRVE. Voilà, si jamais vous avez un projet de borne IRVE, le raccordement est un enjeu, la mise en place des tranchées est un enjeu. Lorsqu'on fait des bornes IRVE, il y a une synergie avec les ombrières qui est assez naturelle, notamment technique sur les manières de se raccorder et sur les tranchées. Donc, il ne faut pas hésiter à coupler ces deux projets en même temps. C'est dommage de refaire des tranchées dans un parking qu'on vient tout juste de refaire, par exemple. Voilà. Une autre idée qu'on voulait partager avec vous, donc là, c'était un focus vraiment plutôt technique sur les ombrières. Pour les collectivités territoriales, un moyen de venir faire émerger ou de venir cristalliser ces projets, c'est ce qu'on fait nous, on va le faire en Saône-et-Loire avec une SEM, avec la SEM Celler, c'est de créer des sociétés communes qui vont venir associer toute l'expertise locale d'une SEM, par exemple, qui connaît son territoire, avec un acteur comme nous qui vient apporter son expertise en ingénierie, en financement, en pilotage de ces boucles d'autoconsommation collective qui nécessitent un certain degré de digitalisation pour vendre l'énergie au bon moment aux beaux interlocuteurs. Donc ça, c'est des choses que nous, on encourage également et qui permettent de remplir notre mission, à savoir d'accélérer la solarisation de nos clients. Voilà, on vous a mis quelques références. Donc là, c'est une ombrière dont je viens de vous parler. Ça, c'était un de nos premiers projets, donc, qui est à Pierre-Latte dans la Drôme, qui est une boucle d'autoconsommation collective. Donc là, c'est une ombrière et une toiture où on vend l'électricité à la fois à l'exploitant du bâtiment. Donc là, tous les mois, on lui vend une partie d'électricité. On lui vend un peu moins cher que ce qu'il paye à son fournisseur. Le client a rajouté des bornes IRVE sous les ombrières.
Et donc là, maintenant, on vend de l'énergie pour alimenter directement ces bornes. Elles font l'objet d'un point de raccordement spécifique. Et comme on vend l'électricité un peu moins cher que le fournisseur, là, le client, il est en train de moduler la puissance de ces bornes pour que les bornes de recharge fonctionnent à plein régime entre 10h et 14h quand notre centrale produit au maximum. Donc ça, c'est des moyens aussi d'absorber la production solaire qui est massive aux alentours de midi en décalant quelque peu l'usage. Et là, ça correspondait parfaitement aux besoins des utilisateurs. Ça, c'est une autre ombrière que nous faisons pour Biscuit Bouvard, par exemple, dans l'Ain. Voilà, on est capable également d'intervenir au sol. Vous voyez, on fait des centrales de taille intermédiaire sur des petits délaissés fonciers à côté des usines. C'est la solution la plus efficiente en termes de prix de revient de l'électricité. Et puis, on intervient également sur des bâtiments neufs. Là, il y a des contraintes spécifiques, mais on accompagne les acteurs de l'immobilier sur l'intégration des composantes techniques du PV, pour que ce soit quelque chose plutôt qui soit pas perçu comme quelque chose de négatif, mais d'en faire quelque chose de positif. Et on a beaucoup travaillé aussi sur l'intégration juridique de nos centrales en tiers investissement dans les montages immobiliers, que ce soit en VFA, en CPI. On a eu pas mal de questions de la part de nos clients et de nos partenaires, donc c'est des choses qu'on a beaucoup développées. Voilà, là on vous a mis un planning type d'un projet de 500 kilos environ, où on voit que c'est la phase de développement. Alors là, on avait mis un appel d'offres creux en plus, mais c'est la phase de développement qui souvent prend plus de temps que la phase d'exécution. Donc, il ne faut pas ignorer cette partie-là. Avant de lancer les travaux, il va y avoir un peu d'effort de développement que nous, on fait quand on intervient pour le compte de nos clients. Et puis, le dernier point, c'était, on nous avait fait une demande, un court focus, mais sur les assurances, c'est vraiment un point, je pense, qui souvent passe en second plan, mais qui est quand même essentiel. Si jamais vous décidez d'investir en propre ou si vous passez avec un tiers investisseur comme nous, vérifiez que l'ensemble des parties prenantes est bien assuré. Il y a tout un tas d'assurances, les tout risques chantiers, la responsabilité civile de manière assez classique. Dans certains cas, on est soumis à décennale, la décennale qui est bien connue du secteur du bâtiment. Toutes les centrales photovoltaïques que je vous ai présentées ne sont pas soumises aux assurances décennales. Donc là, pareil, il y a un arbitrage à faire. Et puis, il ne faut pas oublier les assurances en phase d'exploitation, à la fois l'ARC, les assurances perte d'exploitation, si jamais vous investissez en propre. Il y a une averse de grêle que votre centrale ne produit pas pendant 3 mois. Que se passe-t-il? Si vous perdez 3 mois de production, c'est assez dommageable. Donc nous, typiquement, on prend toujours des pertes d'exploitation dans nos polices. Et donc, voilà, il faut vous assurer que l'ensemble des parties prenantes à qui vous confierez le projet, que ce soit Sunwave, si vous décidez de passer par un tiers investisseur, ou votre contractant, votre entreprise de construction, si vous passez par un contrat de travaux, vérifiez que l'ensemble des assurances sont bien souscrites. Voilà ce que l'on pouvait vous dire et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Maxime pour ces rappels réglementaires et de modèles économiques qui ont certainement servi à ceux qui n'étaient pas parmi nous pendant le webinaire du 23 juin. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces piqûres de rappel et puis aussi pour avoir rappelé que toutes les solutions dont on a parlé aujourd'hui sont évidemment complémentaires les unes des autres et qu'un même propriétaire de foncier peut équiper à la fois sa toiture et son parking et ses délaissés et plus aussi affinités et que toutes ces solutions sont effectivement complémentaires les unes les autres. Donc merci pour tous ces rappels. Dans la manière dont on a construit le webinaire, il y a une dernière application de photovoltaïque innovant que j'ai volontairement laissé de côté, qui est le photovoltaïque flottant, c'est-à-dire le fait d'équiper les étendues d'eau de panneaux photovoltaïques, alors soit avec des flotteurs, soit comme on l'a vu avec la solution de Poma avec du PV sur câble. Donc la raison pour laquelle on n'a pas proposé d'intervention sur ce webinaire-là aujourd'hui, c'est parce que Tenardis organise un atelier dédié à cette thématique-là le 27 novembre, donc dans les locaux d'Artelia, dans le sud de Grenoble, à Échirolles, pour visiter leur laboratoire de test de modélisation physique avec des bassins et des batteurs de houle qui permettent de tester sur des maquettes la tenue des flotteurs, des ancrages sous contrainte mécanique. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit teaser de cette suite de l'animation de la filière photovoltaïque. Donc le 27 novembre matin, l'événement est en ligne sur le site internet de Tenardis, vous pouvez vous y inscrire.
L'événement est limité à 25 personnes pour des questions de place dans la salle. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le moment de au moins cocher la case dans votre agenda, si ce n'est vous inscrire tout de suite. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants. On va passer à la phase de questions-réponses. Donc, il y en a eu un certain nombre dans le chat. Donc, je vous remercie pour les questions qui ont été posées. Je propose de les prendre dans l'ordre. Alors, une question de AB. Alors, je ne sais pas si AB peut se présenter éventuellement pour savoir pour quelle structure il parle. Et donc, la première question concernait Citelia, donc sur notamment l'irradiation des parkings. Concernant les parkings, est-ce que l'estimation du potentiel va jusqu'à l'implantation réelle des ombrières? L'irradiation sur les parkings est-elle prise au sol ou en hauteur des ombrières? Voilà. Benoît, si tu peux nous apporter un élément de réponse et si AB peut se présenter, alors soit dans la foulée, soit dans le chat, ça serait super. Oui, je peux très rapidement dire, je vais me renommer donc Alix Baudot de la GEDEN, chargé D'accord, de très bien. mission énergie collectivité. Voilà, enchanté. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, sur la deuxième partie de la question, je dirais bien sûr, on ne prend pas une irradiation au sol. Hein. Donc, on fait des calculs très précis. Ce serait un petit peu idiot de calculer au sol. Alors, si c'est parce qu'on a travaillé, on a aussi fait des études pour Wattway. Évidemment, si on est sur une solution Wattway, on va faire un calcul au sol. Mais là, bien sûr, comme on est sur des ombrières, on simule à une hauteur moyenne d'ombrière. Voilà. Concernant le parking, est-ce que l'estimation du potentiel va jusqu'à l'implantation réelle des ombrières? Alors, Sunwave a rappelé qu'il y a un certain nombre de contraintes pour des ombrières, que ce soit la gestion des eaux pluviales, les éclairages, le lien avec les IRVE, etc. Et puis le dessin des places et des ombrières. Aujourd'hui, non, on ne prend pas en compte l'implantation, on va dire, réelle ou en tout cas réaliste des ombrières, mais c'est dans notre feuille de route de pouvoir faire un calpinage précis. À la fois sur toiture, des installations et à la fois sur ombrière, de proposer. Alors ça reste une phase opportunité. Évidemment, quand on est en études, en phase de faisabilité ou de projet, évidemment, on va aller plus loin. Là, l'idée, c'est d'avoir des premières données qui soient précises et qui permettent quand même de pouvoir évaluer son potentiel, d'avoir des données économiques, de pouvoir faire hiérarchiser les sites les uns par rapport aux autres, par où je démarre, etc. Et après, bien sûr, notre métier à nous et à notre bureau d'études et à d'autres, c'est après d'aller un cran plus loin et de savoir qu'est-ce que vous voulez faire après sur votre projet, de travailler le besoin et de savoir est-ce que vous voulez intervenir en tant qu'investisseur sur le projet, ce qui peut être intéressant, ou faire appel à un tiers investisseur, comme les gens de Sunwave par exemple, et de comparer les solutions, de comparer les acteurs, de faire des cahiers des charges et finalement de retenir pour vous, c'est notre métier quand on fait de l'AMO ou de la maîtrise d'œuvre, après de retenir l'acteur et qui vous propose la solution la plus adaptée à votre besoin. Voilà. Donc je suis allé un petit peu plus loin que la question, mais est-ce que ça répond à votre question du coup? Oui, parfait. Mais merci. Merci beaucoup, Benoît. Question suivante de Martha Cassel de Hornet Energy, donc pour Julie Réjon, sur le fait de déployer une membrane neuve avant d'installer les panneaux Sticon. Déjà, est-ce que tu peux redéfinir ce que c'est que neuf pour toi? Parce que est-ce que ça doit être fait en même temps que les travaux? Est-ce qu'il y a un petit peu d'antériorité qui est possible? Et du coup, quel est le coût Oui. de la réfection de la membrane et le question, poids total? Alors, on pourra pas aller dans le Pardon? Pardon, alors je pense qu'on a eu un petit problème de synchronisation. Donc, Oui, Julia, il y oui. avait aussi une question sur le Oui. coût et sur le poids total. Voilà, couche plus panneau. D'accord. Alors, on pourra pas aller dans le détail des domaines d'emploi puisque c'est quand même assez large. Donc, peut-être, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets précis, parce que on va pas monopoliser une heure tout de suite. Donc, comme je le disais, en fait, aujourd'hui, pour pouvoir faire une installation photovoltaïque en toiture,
on doit utiliser des procédés qui sont sous évaluation technique, donc que ce soit ATEC, ATEX, ETN. En France, les bureaux de contrôle ou le CSTB sont assez stricts et on ne peut pas coller des modules photovoltaïques sur une membrane existante, au même titre qu'on ne peut pas souder des plots sur une membrane existante. Donc, notre solution vient apporter la possibilité de solariser une toiture qui serait une toiture faible, mais qui aurait aussi prévu d'être en rénovation. Voilà. Pour des questions d'assurance, hein, pour essayer d'être la plus synthétique possible, pour des questions d'assurance, on doit coller les modules sur une membrane d'étanchéité neuve. C'est-à-dire qu'il faut que la membrane qui va être dessous soit une membrane neuve et en plus une membrane qui soit bien la bonne référence des membranes visées dans les évaluations techniques. Ça c'est le premier point. Après, il existe différents types de rénovation qui permettent de rendre ready toiture qui n'est pas PV ready pour des questions de poids. Au niveau du poids, si on est juste en rechappage, c'est-à-dire qu'on garde l'existant, on rechappe juste une couche de membrane et on met des modules, là on va être à peu près à 7 kg en tout, nouvelle membrane plus module plus colle. Ce qui veut dire, c'est que le diagnostic structure aura dit au préalable qu'on peut mettre 7-8 kg en plus sur la toiture. Et ensuite, il existe d'autres solutions où là, on va reprendre dans sa globalité l'étanchéité et la membrane, où là, on peut être carrément, au final, à isopoids du complexe existant avant travaux, en ayant, après travaux, centrale photovoltaïque, on peut être sur des poids à moins de 10 kg la totalité, ce qui, comme je disais, peut être isopoids de ce qu'on avait avant en isolation plus membrane sans photovoltaïque. Donc en fait, on va quand même travailler en mode projet. Et en fonction de chaque projet, on va déterminer ce qui est possible de faire comme type de rénovation. Ensuite, au niveau du prix, quand on parle de CAPEX, on n'intègre pas la rénovation de toiture, puisqu'on part du principe que la clé d'entrée, c'est quand même la rénovation. Donc, si on va mettre en œuvre une étanchéité neuve, c'est quoi? On avait prévu de le faire, photovoltaïque ou pas photovoltaïque. Et sur le CAPEX pur photovoltaïque, on va se situer entre un CAPEX photovoltaïque classique et un CAPEX ombrière de parking. Donc on sera entre ces deux CAPEX, sachant que, comme je disais, voilà, aujourd'hui les modélisations que l'on a offrent des TRI, des ROI très satisfaisants. Et plus on sera en autoconso, plus on aura de bons TRI. Donc, Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, ce que j'entends de ta question, de ta réponse, c'est que en fait, quand on a un projet de réfection de toiture déployé, la solution Heliop peut être pertinente. Par contre, s'il y a besoin de refaire la toiture spécifiquement pour déployer des panneaux Heliop, là, pour le coup, le surcoût risque de pénaliser le modèle économique et de rendre l'opération non rentable. Exactement. Alors, non rentable, après, il faut voir. Oui, Si dépend l'étanchéité, comparé à elle a d'autres été solutions, on va dire. Voilà. Si l'étanchéité, elle a été faite entre 1 et 5 ans, ouais, là, effectivement, ça va être compliqué. Par contre, si on est sur une étanchéité qui a une dizaine d'années, sachant qu'aujourd'hui, les membranes mises en œuvre, quand on n'est pas sur du PV, c'est des membranes qui sont garanties 10 ans. Donc, ça peut être pertinent de faire cette réflexion de toiture en vue d'une solarisation, puisque, comme je disais dans la présentation, les membranes aujourd'hui qui sont visées sur les évaluations techniques sont des membranes qui sont garanties 20 ans, contre des membranes classiques qui sont garanties 10 ans. Donc il y a un vrai intérêt au niveau de l'autorisation du foncier d'avoir une étanchéité neuve garantie 20 ans, donc on protège les personnes pendant cette durée de vie. Et en plus, on peut, grâce à cette rénovation, solariser la toiture qui
n'était pas dit, sans confort charpente, sans impacter les opérations qui sont dans le bâtiment. Merci beaucoup. Une autre question de l'AGEDEN, qui était également pour toi, Julie. Est-ce que c'est possible d'installer les panneaux Heliop sur des toitures type tôle ou autres que les membranes d'étanchéité? Ouais. Alors, comme on l'a précisé avec Valentin à la fin de ma présentation, donc aujourd'hui, conformément à ce que je vous ai présenté lors de la présentation, donc notre module est visé sous évaluation technique, hein, donc ETN et ATEX, dans le cadre du Sopra Solar Flex pour les toitures étanchées. Donc ça, c'est disponible immédiatement. Si vous avez des projets qui concernent des toitures étanchées, on peut d'ores et déjà développer des projets puisqu'on a le produit est assurable, déployable, il est conforme à toute la complexité de ce qui régit hein, la filière photovoltaïque sur bâtiment. Par contre, sur les toitures inclinées, toitures bac acier, ou aussi on peut imaginer demain les façades. Donc nous travaillons en interne sur une solution qui permettrait de pouvoir intégrer notre module à l'aide d'un procédé des toitures en tôle ou bac acier. Voilà. Donc on aura plus d'informations courant 2026, hein, vraisemblablement premier semestre, mais c'est un produit qui aujourd'hui est en recherche et développement chez Heliop. Et il faut que ce soit une surface plane hein, pour pouvoir être collé avec une bonne adhésion. Il ne faut pas que ce soit une toiture ondulée. Hein. Si je résume aussi. Hein. Alors aujourd'hui, hein, et pour ce que j'ai présenté aujourd'hui, effectivement, il faut que la toiture soit composée d'une membrane plane. Mais demain, on aura une solution pour les toitures bac acier en tôle trapézoïdale. Hein. Très bien. Ok. Très clair. Merci. Mais en tout cas, pour ce qui est du procédé de collage aujourd'hui, c'est bien à coller sur des membranes lisses, effectivement. Et du coup, j'enchaîne avec la question d'après qui est également pour toi. Décidément, il y a beaucoup de questions pour Heliop sur la recyclabilité de la filière. Est-ce que la filière est prête pour recycler vos panneaux et quelle est la différence de prix par rapport aux panneaux actuels? Alors ça, tu y as partiellement répondu en disant que vous vous situez entre des panneaux classiques et des ombrières. Ouais. Alors, au niveau de la recyclabilité, donc en qualité de fabricant de modules photovoltaïques, donc nous sommes adhérents Soren. Donc nos modules sont soumis au même régime que les modules classiques, hein, donc avec l'écotaxe qui est réglée par Soren. Donc quand nous on va commercialiser le module, le premier client va se voir facturer une écotaxe que ensuite nous rétribuons à Soren. Donc ça c'est pour la partie pratico-pratique. Ensuite au niveau de la recyclabilité elle-même du module, nos modules étant composés des mêmes composants, verre, cellules photovoltaïques, encapsulant, backsheet, frontsheet, boîte de jonction. Donc on va avoir le même niveau de recyclabilité sur la partie laminée. Là où il y a une différence, c'est que nos modules n'étant pas cadrés, on n'aura pas de valorisation du cadre aluminium, puisqu'on n'a pas du tout de cadre aluminium dans notre module. Mais sinon, une fois que en fait, aujourd'hui, quand un module est recyclé, on retire le cadre et ensuite le module part dans des différentes machines hein, qui permettent de délaminer, de trier les différents composants du module. Donc nous, on passe pas par la case arrachage du cadre, mais après le module a la même recyclabilité. L'absence d'aluminium d'ailleurs qui vous permet de gagner en poids et en impact carbone aussi, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et une dernière question pour toi, moi qui en ai d'autres qui arrivent dans le chat d'ici là. Donc il y avait une question sur la puissance des modules et leur dimension. Oui. Alors, notre module, on voit derrière moi un module. Donc notre module, il n'a pas la même géométrie qu'un module classique. En revanche, il est composé des mêmes cellules que les modules cadrés standards. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la
puissance surfacique du module est strictement la même, puisque c'est les mêmes cellules qu'un module classique, hein, c'est des cellules monocristallines. Aujourd'hui, la puissance nominale de nos modules, tels qu'on le voit à l'écran derrière moi, donc ce sont des modules qui font entre 290 et 300 watts crête, et qui ont une dimension de grosso modo 80 cm par 1,90 m. Donc on n'est pas sur des modules de 450 watts crête comme les modules classiques cadrés standard, tout simplement parce qu'ils sont un tiers, nos modules Heliop sont un tiers plus étroits. Mais on va dire que le rendement surfacique, et voilà, ce qui est le plus important à retenir, c'est que le rendement surfacique est strictement le même au niveau des cellules photovoltaïques et qu'on a designé un module de cette taille, un tiers plus étroit, pour faciliter le calpinage et la manipulation des modules en toiture. Très bien, merci, très clair. Merci Julie. Et une question donc pour Merci à vous. Rémi, je vois qu'il a anticipé la question en allumant sa caméra. Donc pour Wattway, donc est-ce que les couvertures PV au sol ont un revêtement adapté pour les usages type vélo, marche ou autre? Alors ça, je sais pas si Ouais. la question derrière, c'est est-ce que c'est antidérapant ou pas. Ouais. Peut-être Bah, que la GDN peut préciser. ouais. Bah, nos cellules, hein, comme Heliop, hein, de toute façon, c'est bon, les cellules, pour l'instant, c'est des PERC. Elles sont encapsulées donc dans diverses couches de polymères, donc au nombre de 6. Comme je disais, c'est des matériaux qui ont été soigneusement sélectionnés depuis des années et modifiés, etc. Et en surface, en fait, étant donné qu'on est installé sur des espaces de circulation, on est tenu de respecter ce qu'on appelle des normes SRT et PMT. Alors, pas de gros mots, mais c'est bon. SRT, c'est des tests de résistance, c'est de la glissance en fait, hein, tout simplement. Donc c'est normé. Et la PMT, on vient respecter la macro-texturation d'un enrobé ou de tout état de surface qui est destiné à recevoir des véhicules. Donc en rendu, alors une fois qu'on a dit ça donne quoi? On a une couche de finition sur nos modules, sur les vernis, qui est réalisée à base de corindon. Donc le corindon, c'est un matériau qu'on utilise pour fabriquer du papier de verre. Alors maintenant qu'on a dit ça, ça ne sert pas à poncer. Mais en tout cas, en termes de glissance, on respecte scrupuleusement ce qui est l'attendu, le cahier des charges, pour que ça ne devienne pas des objets tranchants non plus, et que ça puisse adhérer pour les pneus, les voitures, la marche, les semelles, ce que vous voulez. En fonction des endroits où on va situer, on peut aussi régler la granulométrie de la finition. Donc, c'est-à-dire quand on va être sur une route circulée VL, quand je dis route, par rapport à si on se remémore ce que je disais tout à l'heure, plutôt des voies de circulation douce, hein, des voies de parking, des choses comme celle-ci, on aura une granulométrie un peu plus importante que quand on va être sur une piste cyclable. Pour autant, on est toujours dans le cadre de respect des normes SRT et PMT. Ce qui permet que si jamais il pleut, on risque pas avec un vélo de Non, glisser sur la absolument piste pas. Absolument pas. et de tomber pour autant Non, et non, de non. frotter son bras sur une laine de verre non plus. Non plus, ouais, Quand on exactement. dort. Sur un papier ponce. Ouais. Non, non, très bien. Très bien. Merci pour toutes vos réponses. J'en vois plus dans le chat, donc à moins qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, soit des personnes qui lèveraient la main, soit d'autres personnes qui mettraient une question dans le chat. Je vois personne en train de taper en ce moment. Donc je vous propose de clore ce webinaire, donc de vous donner rendez-vous pour ceux qui seraient intéressés, donc le 27 novembre pour la visite de la plateforme d'Artelia pour l'événement sur le PV flottant. Je remercie chaudement tous les intervenants d'avoir parfaitement tenu leur timing respectif et pour la qualité de leurs interventions. Et merci à tous les participants pour votre assiduité. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.